Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Patrick de Jaclot, je suis journaliste. J'ai été longtemps correspondant des Échos en Inde et je suis maintenant membre d'Asialist, le site d'information et d'analyse sur l'Asie, qui vous présente cette conférence ce soir avec l'INALCO. Donc, cette conférence a comme thème l'Inde de Narendra Modi, 2 ans après sa réélection triomphale. Alors, petit rappel, il y a exactement 2 ans, nous avions tenu une conférence sur le thème « Élections en Inde, quitte ou double pour Narendra Modi », puisque cette conférence se tenait 1 mois avant les élections générales. Nous avions prévu de faire une suite il y a exactement 1 an pour faire un bilan de l'action du nouveau gouvernement Modi, mais évidemment, nous en avons été empêchés par une petite crise sanitaire dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, nous avons reporté cet événement à aujourd'hui, mais nous avons délibérément choisi de faire revenir les 3 mêmes intervenants qu'en avril 2019, de façon à pouvoir tirer cette espèce de bilan par rapport à ce que nous avions dit à l'époque. Donc, les 3 intervenants en question, ce sont Christophe Jaffrelot, qui est directeur de recherche au CERI CNRS et qui est professeur à Sciences Po. Il est également auteur de nombreux livres sur l'Inde, dont le dernier, L'Inde de Modi. Nous avons Isabelle Joumard, qui est chef de division à l'OCDE, où elle est responsable des études économiques sur 10 pays, dont l'Inde, après avoir été l'économiste attitré sur l'Inde pendant pas mal d'années. Et puis, nous avons Jean-Luc Racine, qui est directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur senior à Asia Centre, et qui est lui aussi un grand spécialiste de l'Inde. Alors, il suffit de comparer les thèmes de nos 2 conférences à 2 ans d'intervalle. Il y a 2 ans, on posait la question d'un quitte ou double pour Modi, et aujourd'hui, on salue la réélection triomphale qu'a connue Modi l'année dernière. Il y a 2 ans, pardon. Autant dire que le climat a bien changé dans la vie politique indienne. Alors, je vais faire un résumé très bref des événements de ces 2 dernières années qui ont été extrêmement riches. On a d'abord eu ce triomphe électoral de Modi qui, contre toute attente, a renforcé sa majorité. Cela a entraîné une très forte accentuation de sa politique de l'Hindutva, l'Hindutva étant la doctrine de la suprématie hindoue, avec comme application concrète en particulier la suppression du statut d'autonomie du Cachemire, la mise en place d'une loi sur la nationalité discriminant les musulmans, ce qui a suscité d'énormes manifestations jusqu'à il y a 1 an, avec même de véritables émeutes à Delhi faisant pas mal de morts, des offensives généralisées contre les médias, les ONG, les universités, etc., avec un usage massif des lois contre la sédition, les antinationaux et tout ça. Bon, l'Inde, par ailleurs, a évidemment été frappée par la crise du Covid, comme tout le monde, mais ça s'est traduit, dans son cas, par, il y a 1 an, un confinement extrêmement sévère, avec un impact désastreux sur les populations déshéritées, privées du jour au lendemain de tout moyen d'existence. L'image de l'Inde, globalement, a été pas mal affectée par tout ça. Tout récemment, l'ONG Freedom House a déclassé l'Inde en lui faisant perdre son statut de démocratie à part entière pour la ranger dans la catégorie des pays partiellement libres au lieu des pays entièrement libres. Et dans le même ordre d'idée, l'Institut suédois VEDEM vient de classer dorénavant l'Inde dans la catégorie des autocraties électorales. Sur le plan économique, il y avait déjà un ralentissement assez marqué avant la crise du Covid, et celle-ci a entraîné assez logiquement un véritable effondrement au milieu de l'année dernière. Bon, la situation commence à se redresser, bien évidemment, mais enfin, les perspectives économiques demeurent assez incertaines. Et ces derniers mois, par ailleurs, la grande actualité en matière de politique économique, ça a été un programme de modernisation de l'agriculture lancé par le gouvernement, qui a suscité une mobilisation sans précédent des paysans qui dure depuis maintenant 4 mois.
Au niveau international, enfin, l'événement majeur de l'année écoulée ça a été les très fortes tensions avec la Chine tout au long de la frontière dans l'Himalaya, ce qui a eu comme effet d'ailleurs de renforcer l'importance de l'Inde pour les pays occidentaux en tant qu'allié contre la Chine, et notamment du point de vue de la nouvelle administration Biden aux États-Unis. En revanche, on peut saluer le fait qu'il n'y a pas eu de nouvelle dégradation des relations avec le Pakistan. Alors, nous allons passer en revue tous ces sujets. Vous voyez que la matière est riche. Pour structurer cette conférence, nous allons d'abord commencer par 3 discussions d'une quinzaine de minutes chacune avec chacun de nos 3 intervenants, qui ensuite auront un petit moment pour discuter entre eux. Et puis enfin, l'auditoire pourra poser ses questions. Alors, vous pouvez, vous qui nous écoutez, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions tout au long de la séance par écrit sur le chat de Zoom. Voilà. Alors, nous commençons par Christophe Jaffrelot et l'évolution politique de l'Inde depuis 2 ans. Alors, Christophe, il y a 2 ans, notre discussion sur les élections générales avait beaucoup porté sur la forte possibilité d'une défaite de Narendra Modi aux élections du mois de mai. Et en fait, on a observé un raz-de-marée électoral en sa faveur. Alors, en 2 mots, que s'est-il passé et puis comment a-t-il utilisé jusqu'ici son nouveau mandat? Ce qui s'est passé en 2019, lors de la campagne électorale qui en fait commence très tôt, en février et dure jusqu'au dernier jour d'avril, c'est en quelque sorte, je dirais d'abord, l'exploitation très intelligente de frappes aériennes au Pakistan, à Balakot, qui donne à Modi le statut d'un véritable sauveur de la nation, en tout cas de protecteur de la nation. Et d'ailleurs, il va mettre comme titre sur son compte Twitter Chokidar, le gardien de la nation, et il invitera tous ceux qui l'aiment à en faire de même. Et on aura comme ça des millions de Chokidar sur Twitter. Ça a été dès le mois de mars, février-mars même, la première explication de cette réussite pendant les semaines de campagne électorale qui ont été décisives. L'autre explication, c'est évidemment les moyens utilisés, et d'abord les moyens financiers. Le BJP a dépensé, suivant les estimations les plus fiables, 3 milliards 500 millions de dollars dans cette campagne électorale. Cette campagne électorale est la plus coûteuse de l'histoire des démocraties jusqu'à la dernière aux États-Unis, ce qui, évidemment, vous donne une idée de l'ampleur des moyens utilisés. À quoi a servi l'argent? D'abord, à une couverture médiatique extraordinairement efficace, sur les réseaux sociaux notamment. Il suffisait de visiter les salles, les salles de communication où se trouvaient les trolls pour voir à quel point l'espace était saturé, l'espace cyber, le cyberspace, était saturé par leurs messages. Mais évidemment, au-delà des médias sociaux, la couverture médiatique par la télévision notamment a été remarquablement biaisée, et on a des chiffres qui nous prouvent maintenant que la présence à l'écran de Modi était environ 4 fois supérieure à celle de son rival Rahul Gandhi. Aucune instance vient réguler les campagnes électorales en Inde. Troisièmement, la commission électorale, qui aurait dû veiller justement à ce que la compétition soit équilibrée, a démissionné. Et un de ses commissaires, Ashok Lavasa, a cherché à résister, puis a fini par ne même plus participer aux réunions qui, pendant les campagnes, sont très importantes, où l'on vérifie que chacun respecte bien les règles, ce qu'on appelle le Model Code of Conduct. Et puis, dernier facteur, mais c'est le plus important en vérité, le charisme de Narendra Modi. C'est-à-dire qu'on utilise ce mot d'une manière un peu galvaudée. Moi, je l'emprunte bien sûr à Max Weber, qui nous explique que le charisme,
il n'est pas nécessairement vertueux. Il n'y a pas que le Mahatma Gandhi qui est charismatique. Tout homme politique faisant des choses exceptionnelles est en fait pour Modi, pour Weber, comme Modi, charismatique. Et Modi fait des choses exceptionnelles, que ce soit les frappes de Balakot, la démonétisation, on peut remonter plus loin, le pogrom de 2002. Il est toujours hors norme, il change les règles du jeu en permanence. Ses adversaires ont forcément un coup de retard. Et du coup, il est au-dessus de ce qu'on appelle en anglais l'accountability. Il est dans une relation avec le peuple qui est comme fasciné, qui rappelle ce qu'Indira Gandhi avait réussi. Et Indira Gandhi, rappelez-vous, a été réélue en 1980 après un état d'urgence qui s'était traduit par la stérilisation de 11 millions de personnes. Elle était au-dessus de l'accountability et il en est de même pour Narendra Modi. Aujourd'hui, il est hors norme, intouchable. Alors, que fait-il de ce pouvoir en quelques mots, puisque vous m'invitez à le faire, Patrick, ce second mandat, on va dire deuxième pour être prudent, ce deuxième mandat, il a clairement un caractère différent du premier. On est passé à la vitesse supérieure. Il y a un coup d'accélérateur. Et on le voit d'ailleurs dès l'été 2019, lorsque l'article 370 de la Constitution qui donnait au Jammu et Cachemire un statut d'autonomie est aboli. On le voit 6 mois plus tard, lorsque le Citizenship Amendment Act est voté par le Parlement et revient à inscrire dans le droit le statut de citoyen de seconde zone des musulmans, puisque cela signifie, cet amendement, que les réfugiés qui sont sur le sol indien ne sont éligibles à la citoyenneté indienne que s'ils sont non musulmans. Et puis, troisième exemple de cette accélération de l'histoire en Inde, eh bien sûr, l'inauguration en septembre 2020 par Narendra Modi du temple d'Ayodhya. Le mot est trop fort parce qu'il n'est pas construit encore, mais la première pierre est posée. Et c'est donc un moment très important, un point culminant, un point d'aboutissement en un sens qui sanctionne cette hindouisation de la société et de la politique indienne. On est maintenant entré dans une nouvelle dimension. Est-ce que vous pouvez rappeler en un mot pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ce qu'est Ayodhya, de quoi il s'agit? Bien sûr, Ayodhya, c'est le nom d'une ville mythique d'abord, la capitale du dieu Ram dans le Ramayana, mais c'est une ville réelle aussi, historique, et un lieu où le premier empereur moghol, Babur, avait fait édifier une mosquée en 1528, la Babri Masjid, mosquée que les nationalistes hindous ont considérée comme ayant été construite sur le lieu de naissance du dieu Ram, un lieu où, disent-ils, il y avait un temple à l'époque antique, et ils n'ont eu de cesse depuis 1984, c'est le début de la campagne, de reconstruire ce temple, ce qui les a conduits le 6 décembre 92 d'abord à raser la mosquée, et puis à mener des opérations un peu commando, avant de s'en remettre à la justice. Et c'est la Cour suprême. C'est la Cour suprême qui, en 2020, finit par considérer que, oui, c'est bien le site que les hindous vénèrent, qui doit être à nouveau surmonté d'un temple, et la mosquée qui a été détruite, eh bien, elle pourra être reconstruite à quelques kilomètres de là. Et c'est ce que les musulmans se sont mis d'ailleurs aussi à faire. Et ce qui est très intéressant, je pense que peu de gens en France le savent, c'est que les musulmans ne reconstruisent pas une mosquée seulement, ils construisent une bibliothèque, un hôpital, des services sociaux, avec l'idée qu'une mosquée c'est bien, mais que s'occuper des pauvres c'est mieux. Donc c'est tout un complexe qui voit le jour à quelques kilomètres de là où était la première mosquée. Ok, donc très clairement depuis 2 ans, Narendra Modi a mis l'accent sur sa politique de l'Hindutva. Mais alors, en parallèle, il y a aussi toute une remise en cause du fonctionnement du mode de fonctionnement des institutions de la démocratie indienne, ce qui est un problème un peu différent. Hein.
Tout à fait. On passe du populisme, je dirais que le premier mandat, c'était le moment populiste, à l'autoritarisme. Et ce n'est pas exceptionnel comme séquence, hein. Il suffit de regarder la Turquie d'Erdogan, les Philippines du Duterte. Avec le temps, on fait cette transition de manière assez logique. Et en sciences politiques, on a quantité, je dirais, de concepts pour nous expliquer ce passage de l'un à l'autre. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous illustrez peut-être les formes que prennent l'autoritarisme en question. D'abord, ce qui est frappant, c'est l'ampleur du déclin du Parlement. Le Parlement indien était tout de même sacro-saint. On le voit perdre en importance, d'abord parce qu'il y a très peu de débats. Narendra Modi n'assiste pratiquement à aucune séance, à la différence de son prédécesseur, Manmohan Singh. Très peu de projets de loi sont envoyés en commission, ils sont d'ailleurs très mal écrits. Et puis, eh bien, quand une loi risque de ne pas passer facilement, c'est le recours à des coups de force. Les lois réformant l'agriculture, les fameuses Farmers' Laws, ont ainsi été votées, ou plutôt n'ont pas été votées par la Chambre haute du Parlement indien. Elles ont été passées en force. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, deuxième sujet, vous avez un recours à la police contre les manifestants, ceux qui ont manifesté contre le CIA, justement, qui a été d'une violence considérable. On a vu en Uttar Pradesh la police tirer à balles réelles et faire plusieurs morts, une vingtaine de morts en vérité. On a vu la police forcer les campus universitaires de Jamia Millia, d'Aligarh, en recourant à la manière forte, avant de mettre d'ailleurs derrière les barreaux quantité de militants, et de le faire en vertu de lois d'exception, de lois draconiennes qui rendent très difficile la sortie sous caution, la libération sous caution. Troisièmement, on voit les institutions judiciaires perdre en vigueur. On dirait perdre en indépendance si on en avait la preuve. On n'a que la preuve d'une chose, une passivité totalement exceptionnelle, sans précédent, que la Cour suprême ne se saisisse absolument pas des dossiers qui sont sur son bureau depuis parfois 2 ans, comme l'abolition de l'article 370 ou le CIA. Ça, c'est le signe que la Cour suprême préfère ne pas se prononcer plutôt que de se prononcer contre le gouvernement. Et c'est totalement inédit. Il faut remonter, en tout cas, aux années 70 et à nouveau Indira Gandhi pour retrouver cette situation. Et puis on pourrait multiplier les exemples, mais je n'en prends qu'un autre pour illustrer le propos d'un point de vue plus interdisciplinaire, si j'ose dire. La Reserve Bank of India, celle qui était et qui est d'ailleurs toujours censée mener une politique financière indépendante, a vu son gouverneur changer 3 fois en 4 ans et en général, les démissions, quand elles avaient lieu, étaient le fait d'un non-respect de son mandat. Donc c'est un symptôme de plus, il y en aura bien d'autres, dénotant une concentration des pouvoirs dans les mains de l'exécutif. Ouais. Alors, donc on est là face à une espèce de rouleau compresseur mené par Modi et le BJP. Et alors, face à ce rouleau compresseur, en quoi consiste l'opposition? Comment peut les oppositions peuvent-elles encore se manifester? Alors c'est difficile parce que vous avez compris que la règle du jeu n'est pas très équitable. Donc il n'est pas facile de lutter à armes inégales, en quelque sorte. Mais il reste une opposition qu'on pourrait dire éclatée, dont la réalité se mesure surtout au niveau des États, que d'ailleurs ce soit des États où le Congrès est encore fort, le Rajasthan, le Pendjab, ou des États où des partis régionaux ou régionalistes soient encore forts. Le Tamil Nadu, le Kerala,
les États sont le point d'achoppement de la politique de Narendra Modi. Le BJP n'a pas remporté une élection dans un État depuis 2017. C'est l'Uttar Pradesh, le dernier à être tombé. À chaque fois, il a fallu faire des coalitions pour gouverner ou se résigner à ne pas conquérir le pouvoir ou le perdre. Alors ça conduit à une autre évolution très problématique, la centralisation. Le fédéralisme est une autre institution aujourd'hui attaquée. On en a une dernière preuve il y a quelques jours lorsque l'on a encore réduit l'autonomie de l'État de Delhi, qui est déjà un État dont le gouvernement ne contrôle pas la police, par exemple. Narendra Modi centralise et fait perdre alors aux États l'autonomie dont ils jouissaient. Et ça, c'est évidemment une façon de rendre l'opposition, qui n'existe guère qu'au niveau des États, un peu plus faible, encore plus impuissante. Et ça explique aussi pourquoi la politique n'est plus le canal. La politique qui passe par les partis, qui passe par les institutions, n'est plus le canal que l'on peut en quelque sorte utiliser pour exister comme opposant. Et ça explique notamment les manifestations anti-CIE, les manifestations paysannes dont vous avez parlé. Il est évident que quand le Parlement donne l'impression de ne pas être le lieu où l'on débat les lois de réforme de l'agriculture, les paysans se sentent fondés à y résister par des manifestations de rue. Je constate que vous ne mentionnez même pas le parti du Congrès quand on vous pose une question sur l'opposition. Non, je l'ai mentionné pour dire qu'il fallait regarder l'opposition au niveau des États, que ceux-ci soient gouvernés par le Congrès ou qu'ils soient gouvernés par des partis régionaux. Je crois que le Congrès existe encore au niveau des États d'une manière très significative et que dans de nombreux États, le Rajasthan, le Madhya Pradesh, le Gujarat, le Pendjab, il est le parti d'opposition, le Karnataka, au BJP. Maintenant, évidemment, son impuissance, c'est à la tête, c'est au sommet qu'on ne voit pas s'affirmer un leader. Mais attention, on ne voit pas s'affirmer un leader parce qu'il est systématiquement dénigré, systématiquement empêché de faire campagne. Quand il a essayé, par exemple, Rahul Gandhi, d'aller à Hathras, où un crime horrible avait été maquillé par le gouvernement du BJP, le crime d'une petite intouchable qui avait été violée, il en a été empêché par la police d'arriver jusqu'au bout, en tout cas lors de sa première tentative. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'innombrables exemples. Les médias indiens ne lui font aucune place. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait un détour par l'international. C'est en passant par les universités américaines ou britanniques que Rahul Gandhi parle à son peuple en Inde, car véritablement, la télévision indienne, peut-être NDTV est la seule exception, ne lui consacre pas du temps d'antenne. Mais il a les idées qui, pour le moment, sont les meilleures et sont d'ailleurs reprises par Narendra Modi après l'avoir critiqué. Dernier exemple en date, les vaccins. Ça fait des mois que Rahul Gandhi dit il faut absolument importer des vaccins, on ne va jamais être autosuffisant en la matière. Et après l'avoir descendu en flammes en disant qu'il disait vraiment n'importe quoi, eh bien, hier, l'Inde accepte d'importer les vaccins étrangers en question. Et ce n'est pas la première fois que l'on voit ce genre d'ironie se dérouler en Inde. Merci Christophe Jaffrelot. Avant de passer à l'économie avec Isabelle Joumard, je prends une ou deux questions de nos auditeurs auxquelles je vous demanderai de répondre très brièvement. Alors en voici une. Peut-on expliquer la résurgence du mouvement naxalite par cette polarisation et cette concentration des pouvoirs? Redites en un mot en quoi consiste le mouvement naxalite. Alors, ce mouvement naxalite, il tire son nom de Naxalbari, une petite ville du Bengale occidental proche de Darjeeling, où en 1967, le mouvement maoïste a mené sa première opération réussie, on peut dire. Bon,
Les maoïstes sont repliés principalement sur la zone tribale qui se trouve à la frontière du Bihar, de l'Orissa, du Chhattisgarh et de l'Andhra Pradesh. Et c'est là qu'ils mènent leurs opérations coup de poing. Je ne parlerai pas de résurgence. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un attentat qui a fait plusieurs morts dans les forces de l'ordre indiennes il y a quelques jours qu'on peut parler de résurgence. Je parlerai de résilience. Les naxalistes sont sous le feu roulant d'opérations militaires et paramilitaires depuis des années. Et ce qui est étonnant, c'est de voir qu'ils sont encore en mesure de frapper. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, vient contredire la promesse de Narendra Modi d'éradiquer ce mouvement. Ok. Bien, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à Isabelle Joumard qui va nous parler de l'économie indienne, sujet qu'elle connaît par cœur. Alors, Isabelle, il y a 2 ans, lors de notre conférence, nous avions parlé du fait que l'économie indienne semblait plutôt bien orientée. Et puis, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas vérifié. Alors, quelle est votre analyse de la situation actuelle de l'économie et quelles sont les prévisions que vous faites à l'OCDE? Je crois qu'il faut d'abord reconnaître que depuis 1 an, les économistes, en fait, ont les yeux rivés, si je peux dire, sur les développements épidémiologiques. Donc, partout dans le monde, les conséquences économiques de la pandémie sont énormes et j'ai envie de dire plus en Inde qu'ailleurs, avec tout un lot de conséquences sociales et humaines. Donc effectivement, quand nous nous étions rencontrés il y a 2 ans, j'avais brossé un tableau plutôt positif de l'économie indienne, puisque je disais qu'il y avait eu une croissance plutôt plus rapide qu'ailleurs, une inflation qui avait été maîtrisée, on passait d'un taux d'inflation à 2 chiffres à une inflation autour de 4%, des déficits courants qui sortaient du rouge, fortement du rouge. Mais j'avais aussi signalé, je pense que c'est important de les reprendre, quelques points négatifs, notamment un investissement insuffisant dans le domaine de la santé, ce qui est important pour comprendre les mesures de confinement qui ont été mises en place. Et puis, dans le passé, des dérapages sur les déficits publics et la dette publique qui ont contraint en fait l'ampleur de la réaction du gouvernement dans la taille du plan de relance. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc, sur le graphique, vous voyez que l'Inde, donc c'est sur la partie de gauche, vous voyez une estimation de l'activité semaine après semaine depuis l'année dernière. Donc, on voit bien que le côté grisé du graphique, c'est lorsque les mesures de confinement sont plus ou moins sévères. Donc, on voit bien qu'au moment où l'Inde introduit des mesures de confinement effectivement extrêmement sévères, il y a un effondrement massif de l'activité de plus de 20%. Et depuis, il y a une reprise graduelle, mais qui a pris du temps, et on arrive finalement fin de l'année 2020 à peu près au même niveau qu'à la fin de l'année 2019. Sur la partie de droite, j'ai mis en comparaison la situation pour l'Indonésie, et on voit qu'il y a un autre pays émergent, et on voit que d'une part, les mesures de confinement sont moins drastiques, et surtout, l'effondrement de l'activité est moins marqué. Donc ça, je pense que c'est un phénomène important. Par ailleurs, je crois qu'on peut expliquer que, outre l'activité, les conséquences économiques et sociales ont été particulièrement marquées pour au moins 2 raisons. La première, c'est que, en fait, en Inde, par rapport à la plupart des pays du G20, il y a peu de mécanismes d'assurance sociale. Et donc, les conséquences pour la population sont particulièrement fortes. Il y a eu quelques plans de soutien aux revenus, mais beaucoup moins que dans les pays développés. Et ça, c'est vraiment deux phénomènes qui aggravent en fait les conséquences économiques. Après, bon, si on reprend les points que j'avais développés il y a 2 ans, l'inflation reste plus ou moins maîtrisée malgré quelques tensions liées aux ruptures de chaînes d'approvisionnement, au développement du prix du pétrole et aux effets assez classiques finalement sur le prix des produits alimentaires.
Et puis, la balance des paiements reste, est même passée dans le positif, ce qui est en fait un signal de l'intensité de la crise sur la demande intérieure. Autre chose qu'il faut quand même souligner, c'est des inégalités en forte augmentation en Inde du fait de la crise, des inégalités par région, puisqu'on a de la concentration de la pandémie, d'abord frappe certaines régions plus particulièrement, des villes comme Mumbai. Il y a aussi des inégalités plus marquées entre le rural et l'urbain, notamment dans l'accès aux soins et maintenant dans l'accès à la vaccination. Il y a le formel et l'informel qui ne réagissent pas de la même façon, puisque dans le formel, il y a plus de mécanismes et il y a une reprise probablement plus forte, plus d'accès, par exemple, au plan de garantie du gouvernement. Et en fait, dernièrement, la grande question, c'est celle de l'éducation, puisque les écoles ont été fermées pendant près d'1 an. Et évidemment, ça va renforcer les inégalités en matière de capital humain pour le futur. Donc, si maintenant on se pose la question de qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les prévisions de l'OCDE, donc ce à quoi on a assisté depuis en fait à la fin de l'année 2020, c'est quand même une reprise de la production industrielle, une reprise des ventes de la consommation, des ventes de tracteurs, de 2 roues. Maintenant, à l'évidence, il y a une seconde vague de contamination qui semble se confirmer, donc restons humbles. Alors, je vous présente rapidement les prévisions de l'OCDE qui ont été publiées il y a à peu près un mois sur l'ensemble des pays du G20. Ce que vous voyez ici, c'est que la croissance, les prévisions de croissance pour 2021 sont particulièrement favorables pour l'Inde, puisqu'elle connaîtrait un taux de croissance de 12,5% et de 5,5% environ en 2022. Alors, comment expliquer cette croissance extraordinaire? C'est un effet de rattrapage essentiellement. Donc, un effet de rattrapage de l'année qui a été particulièrement négative. Mais le graphique de droite vous montre aussi que les séquelles économiques qu'on peut mesurer comme la perte de revenus par rapport à la situation où il n'y aurait pas eu de pandémie, c'est bien en Inde que ces séquelles sont les plus importantes. Donc, vous voyez que la perte de revenus est équivalente à peu près à 8% du revenu national. Donc, c'est des séquelles particulièrement importantes. L'Inde étant la barre la plus à droite du graphique, n'est-ce pas? Exactement, oui. Ouais. Qui correspond en fait à une perte de 8% par rapport à nos prévisions avant le Covid pour 2022. OK. Alors, il y a quand même un élément extrêmement important dans l'évolution économique indienne, c'est que cette économie avait commencé à ralentir très fortement bien avant l'arrivée du Covid. On pourrait avoir l'impression que tout ça, c'est la faute du virus, mais en fait, il y avait bien un problème qui s'était déclaré avant. Alors, comment expliquez-vous ce ralentissement d'une économie dont on avait l'impression qu'elle était partie pour un vrai décollage? Alors, je crois que pour comprendre, effectivement, l'économie indienne avait commencé à ralentir de façon nette à partir de 2018. Alors, je crois que pour comprendre ce ralentissement, il faut comprendre les racines en fait de la croissance précédente. Donc, sur ce graphique, j'indique le taux de croissance de l'économie indienne, donc c'est la ligne bleue. Et la première chose qu'on constate, c'est que d'abord, il y a une forte volatilité qui correspond en partie à l'agriculture, mais aussi à la sensibilité de l'économie indienne à des chocs mondiaux. Donc, si je commence à partir de 2003, vous voyez qu'il y a un saut de croissance. Donc, j'ai essayé d'établir des phases, que vous voyez les lignes rouges en pointillés. On voit que l'économie indienne connaît une croissance assez forte, en fait, de 2003 jusqu'à en 2010. Alors, comment ça s'explique? D'abord, l'économie indienne est tirée par une forte croissance mondiale avec des taux d'intérêt mondiaux relativement faibles. Donc, on a une arrivée massive de capitaux en Inde. Apparaît la crise financière mondiale où l'Inde est fortement impactée, mais finalement, on met en place des outils de gestion macroéconomique extrêmement puissants. Donc, des plans de soutien budgétaire à l'économie et aussi met en œuvre une politique monétaire extrêmement laxiste avec des taux d'intérêt négatifs qui sont maintenus
de 2008 à 2012. Et c'est important de le souligner parce qu'en fait, ces taux d'intérêt négatifs vont générer de l'inflation, mais vont faire aussi qu'il y a beaucoup d'emprunts qui vont qui vont servir à financer des projets qui sont difficilement viables. Donc, on part d'une accumulation en fait d'un certain passif. Ce qu'on voit ensuite, c'est, alors qu'on ne voit plus la slide, mais ce qu'on voit ensuite, c'est que l'Inde va bénéficier après 2012 d'un effondrement, merci, d'une baisse du prix du pétrole qui va aussi soutenir l'économie indienne, puisque l'Inde dépend beaucoup est un importateur net. Et puis, et c'est là que commencent les chocs négatifs pour l'Inde. Il y a l'effet de la démonétisation fin 2016. Et puis, il y a la volonté de la Banque centrale, dirigée à l'époque par Raghuram Rajan, de nettoyer les bilans bancaires qui étaient en fait lourdement grévés par ces créances douteuses qui étaient mal reconnues. Donc, il y a une volonté de transparence. Donc, cette volonté de transparence freine la distribution des crédits et l'économie indienne commence à se gripper. Apparaît en 2018, fin 2018, la première faillite dans le secteur financier, la faillite de l'institution financière ILFS. Et là, effectivement, le système financier se grippe, l'investissement pâtit et l'économie indienne ralentit. Donc, la vraie question, c'est quel est maintenant le taux d'équilibre? Ce qu'on sait, et c'est si on peut passer le graphique suivant, c'est que ce qu'on voit apparaître actuellement, c'est une baisse vraiment forte du taux d'investissement qui est manifeste depuis 2007 et qui perdure actuellement. Et c'est quelque chose qui, quand on s'était vu il y a 2 ans, j'ai dit on a l'impression qu'il y a une stabilisation. Non, en fait, l'investissement a continué à plonger. Et c'est l'effet du système financier avec la taille des créances douteuses qui a vraiment été un élément très négatif et qui pose question actuellement. Oui, alors donc une situation carrément difficile, rendue encore plus grave par le Covid, bien entendu. Alors face à ça, qu'est-ce que le gouvernement fait en termes de réforme et que devrait-il faire? Tout ça en 3 minutes parce que nous commençons à déraper un peu sur les horaires. Je crois que quand on s'était vu il y a 2 ans, j'avais mentionné qu'il y avait une accélération du rythme de réforme de réforme économique pendant le premier mandat. Je crois que maintenant, on peut dire que depuis 2019, les réformes économiques ont un peu cédé le pas. Et je pense que Christophe l'a mentionné, le gouvernement, le capital politique, j'ai envie de dire, a été aussi occupé ailleurs. Donc, en termes de réforme économique, ce qui a été annoncé récemment, ce qui me semble une bonne chose, c'est une volonté d'assainissement des marchés financiers. Le gouvernement a annoncé la volonté de créer une structure de défaisance pour les banques pour qu'elles puissent se défaire de leurs créances douteuses. Donc, c'est une des options parmi les autres, mais je pense que c'est vraiment une priorité pour qu'il y ait une reprise de l'investissement. Deuxième axe de réforme annoncé aussi récemment, c'est la volonté de privatisation. Donc, le gouvernement a annoncé qu'il voulait privatiser toutes les entreprises publiques, sauf celles qui étaient dans les secteurs les plus stratégiques. Donc, pour 2021, ça serait l'équivalent de 0,8% du PIB. Ces entreprises, souvent, grèvent le budget parce qu'elles font des pertes. C'est probablement de l'argent qui pourrait être investi de façon plus intelligente ailleurs, notamment dans les infrastructures sociales. Donc, encore une fois, c'est positif. Ce qu'on sait néanmoins, c'est que ce n'est pas si facile, quoi. Les plans de privatisation, souvent, ont été annoncés et n'ont pas été menés jusqu'à leur terme. Air India, par exemple, on annonce la privatisation depuis 2018. Donc, ça, c'est ce qui a été annoncé. Alors, bien sûr, ensuite, il y a, je crois qu'il faut noter la montée du protectionnisme. On est passé d'une période où l'Inde s'ouvrait à l'extérieur avec une baisse des droits de douane et force est de constater que depuis 2-3 ans, il y a plutôt une augmentation des barrières tarifaires et non tarifaires. C'est dommage parce qu'en fait, on a fait à l'OCDE une étude qui montre que l'ouverture commerciale potentiellement peut permettre de créer plus d'emplois et donc de réduire la pauvreté.
Enfin, la réforme importante dont tout le monde a parlé, dont vous avez aussi parlé, c'est la réforme de l'agriculture, un projet de réforme qui vise à modifier complètement le fonctionnement des marchés ou des quasi-marchés agricoles. Donc, le projet, qui est pour l'instant suspendu, consiste à introduire une alternative au mode de fonctionnement actuel, qui est en fait de prix fixés par l'État, qui sont souvent, pour les grandes cultures céréalières, en fait inférieurs aux prix mondiaux. Et donc, on sait qu'en période de crise et notamment de détresse dans le monde agricole, effectivement, ça a créé une grosse incertitude et que pour l'instant, et les manifestations qu'on sait, et la réforme est suspendue. Dans la pratique, ce que je peux dire, c'est que l'OCDE, il y a 2 ans, avait fait une évaluation avec l'aide d'un think tank indien, le ICRIR, qui est allé en fait dans la direction de la réforme proposée par le gouvernement. Je crois qu'il y a aussi une question donc, de timing, à quel moment on introduit cette réforme, et aussi de méthode, comment on négocie, comment on discute, quels sont les filets de sécurité qu'on introduit. Enfin, moi, il me semble qu'il y a une réforme qui n'a pas été mise en œuvre et que je pense serait très utile. Donc, une des grandes faiblesses de l'Inde, c'est l'importance des inégalités. Donc, je ne sais pas si on peut passer cette question. J'ai préparé un graphique qui montre que la pauvreté en Inde, c'est le graphique de gauche, est très élevée. Il y a 20% de la population qui vit avec moins de 2 dollars par jour. Donc, c'est effectivement très important. Donc, l'Inde est le pays à droite du graphique gauche. Et vous voyez que parmi les pays émergents, c'est un taux assez élevé. Par ailleurs, de l'autre côté de la distribution des revenus, on sait aussi que les 1% les plus riches concentrent une grosse partie de la richesse nationale. Donc, vous voyez que les 1% des plus riches en Inde, le graphique de droite, cumulent les 50% de la richesse nationale, c'est énorme. Donc, que faire dans cette situation? Je pense qu'il y a un potentiel fiscal inexploité qui viserait à prélever plus d'impôts sur le revenu sur les classes les plus aisées, plus d'impôts notamment sur les héritages et plus d'impôts sur la propriété foncière, et que ces recettes pourraient être utilisées pour développer les infrastructures sociales et notamment les dépenses publiques en matière de santé et en matière d'éducation qui sont clés pour relancer en fait le processus d'inclusion sociale. Ok. Bon, je pense que nous n'allons pas prendre de questions tout de suite. Je voudrais juste faire une remarque parce que c'est un point qui me semble extrêmement important. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un paradoxe extraordinaire à voir l'Inde, d'une part, proclamer sa volonté de devenir une grande puissance industrielle, une grande puissance exportatrice en matière d'industrie, et puis en même temps rester en dehors de tous les accords régionaux de libre-échange, relever ses droits de douane en permanence, adopter des mesures spécifiques discriminant les investisseurs étrangers, comme on le voit dans l'e-commerce, etc. Est-ce que l'Inde n'est pas toujours prise dans cette attitude qui date depuis 50 ans, qui consiste à protéger les industriels domestiques qui du coup, demeurent indéfiniment non compétitifs au niveau mondial? Alors, sur le commerce international, il y a vraiment des paradoxes parce que l'Inde a développé des avantages comparatifs dans des secteurs incroyables. Dans le secteur de la pharmaceutique, dans le secteur des services informatiques, l'Inde a vraiment un avantage certain. Mais par ailleurs, c'est vrai, et c'est un problème aussi au niveau de l'emploi, l'Inde s'est tenue, donc n'a pas signé l'accord avec les pays de l'Asie-Pacifique récemment, il y a 2 ans, donc a renoncé à la signature du RCEP. Les accords avec l'Union européenne et les accords avec les États-Unis sont au point mort. Et alors, pourquoi? Bon, à l'évidence, il y a des questions de géopolitique quand on pense à RCEP, parce qu'en fait, l'Inde a déjà un accord avec le Japon et la Corée qui sont des partenaires. Donc, le seul vraiment nouveau partenaire de l'Inde dans le RCEP, ça aurait été la Chine. Donc, ça, c'était vraiment une question importante pour la Chine. Par ailleurs, je crois que
en matière de stratégie commerciale, l'Inde est un peu effectivement restée au milieu du gué, c'est-à-dire on baisse les droits de douane, mais en même temps, on ne va pas jusqu'au bout dans la facilitation du climat des affaires au niveau national. Donc, les créations d'emplois, par exemple, qui ont été liées aux accords commerciaux signés avec le Japon et la Corée, les autorités indiennes souvent considèrent qu'ils ne sont pas assez importants par rapport au coût potentiel. Okay. Merci beaucoup, Isabelle. Bien, maintenant, la parole est à Jean-Luc Racine, notre grand spécialiste de la géopolitique. Alors, Jean-Luc, la grande actualité de ces derniers temps, ça a été, bien entendu, ces affrontements avec la Chine tout au long des milliers de kilomètres de frontières communes dans l'Himalaya. Est-ce qu'on est passé à deux doigts d'une vraie guerre entre les deux méga-puissances asiatiques? Non, en fait, je ne crois pas qu'on soit passé près d'une vraie guerre. Évidemment, la menace guerrière fait partie des rhétoriques nationalistes, aussi bien en Inde qu'en Chine. Et puis, il faut aussi rappeler que les incidents frontaliers, somme toute, ce sont des incidents récurrents. Il y en a eu en 2013, il y en a eu en 2014, à la limite entre ce qui était alors le Jammu et Cachemire indien au Ladakh et l'accès de Chine, nous reviendrons là-dessus. Il y en a eu en 2017, il y a eu un face-à-face qui a duré plusieurs semaines à Doklam, que l'on voit à l'est de la carte, au point de rencontre entre la Chine, le Bhoutan et l'Inde. Mais toutes ces tensions, tous ces face-à-face avait été finalement sur le modèle classique où on s'envoie des messages, on déroule des banderoles en disant « Vous avez passé la ligne, merci de bien vouloir faire marche arrière ». Cette fois, ça a été quelque chose de tout à fait différent, puisque dans un des points clés de la ligne de contrôle entre donc, le Ladakh indien et l'accès de Chine chinois, pour reprendre ce qu'on voit sur la carte, un accès de Chine que je définis comme chinois parce qu'il est occupé par la Chine, mais que l'Inde revendique comme elle revendique la totalité du Cachemire, donc aussi bien celui qu'elle administre que celui qui est administré par le Pakistan. Ce qu'on a vu au fil de nombreux mois, sur cette ligne de contrôle qui est ici en pointillé sur la carte, ça a été à Galwan en particulier, le premier incident ayant fait des morts depuis 1975. Une vingtaine de morts côté indien. La Chine est restée silencieuse pendant des mois sur ce qu'étaient ses pertes pour en concéder finalement il y a quelque temps 4 ou 5. Donc là, on a en quelque sorte changé de scénario et évidemment, ce changement de scénario n'est pas dû simplement au fait qu'il y a eu un incident meurtrier, une bataille médiévale, je dirais, un coup de gourdin clouté, puisque là, une règle au moins a été respectée, c'est que les patrouilles indiennes et les patrouilles chinoises, qui peuvent être armées, n'ont pas le droit de tirer avec leurs armes. Et ça a été respecté. Mais en revanche, il faut interpréter au-delà des pertes indiennes, qui elles-mêmes ont été importantes parce que donc elles ont été un élément essentiel dans la nouvelle lecture que les autorités indiennes, les médias indiens font de la Chine, une lecture beaucoup plus tendue. Ce qui a été frappant, c'est que ces incidents ont eu lieu en gros tout au long de cette ligne de contrôle, le pointillé. On a donc au centre Galwan, on a le lieu-dit Hot Spring à la pointe sur la carte, et on a au nord et au sud du Pangong-so, le lac Pangong, eu des incidents, des tensions, et tout ça a été marqué en réalité par des avances de l'armée populaire de libération chinoise qui s'est considérablement renforcée
dans ce qui est devenu aujourd'hui la division Ouest, c'est-à-dire l'immense étendue du Tibet et du Xinjiang sous le même commandement militaire. Et la question qui se pose, bien sûr, mais c'est à vous, Patrick, de la poser, c'est pourquoi Je vous la pose. On peut avancer deux hypothèses, au-delà de la répétition de ce qu'on avait déjà vu. Puisque là, les tensions ont quand même été beaucoup plus fortes et beaucoup plus longues. Je pense que deux éléments sont en cause. Le premier figure sur la carte, c'est la ligne rouge qui correspond à une nouvelle route stratégique que les Indiens construisent donc à proximité de la ligne de contrôle et qui mène jusqu'à l'aéroport très stratégique de Daulat Beg Oli, tout en haut, au contact entre le glacier du Siachen tenu par l'Inde, le Xinjiang chinois et donc l'axe Chine. Et on peut concevoir que la Chine a voulu envoyer un signal à cet égard. Mais surtout, je pense que le changement de statut du Cachemire, décidé en 2019, a été une source de tension. Non pas tant parce que l'Inde a republié une nouvelle carte sur laquelle elle définit de nouveau ses droits sur l'accès de Chine comme sur le Cachemire pakistanais, mais surtout parce que le lendemain du changement décidé par le Parlement indien, et non pas par l'Assemblée cachemiri, qui n'existe pas en ce moment, le lendemain, au Parlement, Amit Shah, le ministre de l'Intérieur, a évoqué sur un ton martial ce que serait non seulement la reprise en main par l'Inde du Cachemire sous contrôle pakistanais, mais de l'axe Chine qui est sous contrôle chinois. Et là, on a eu des réactions rapides de Pékin, qui d'habitude sur le Cachemire était traditionnellement un peu entre deux eaux. Là, Pékin a très nettement fait part de son mécontentement devant ce jeu parlementaire. Et finalement, quelques mois plus tard, eh bien, les incidents frontaliers ont commencé dès avril, mai, pour finalement toucher leur maximum en juin avec ces attaques meurtrières à Galwan, au milieu de la ligne de contrôle. Oui. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand ces affrontements violents ont éclaté, les Indiens craignaient beaucoup la perspective d'une guerre sur deux fronts, c'est-à-dire contre la Chine d'un côté et contre le Pakistan de l'autre côté, Pakistan qui aurait profité des affrontements avec la Chine pour renforcer sa pression militaire sur la frontière avec l'Inde. Et puis finalement, ça ne s'est pas du tout produit. Et bien au contraire, ces derniers mois, il y a, semble-t-il, de multiples signaux d'apaisement envoyés par le Pakistan. Alors, est-ce que c'est une surprise et comment l'expliquez-vous? Alors là aussi, il faut se rappeler ce qu'a été l'histoire des dernières décennies dans les relations indo-pakistanaises. Mais avant cela, il faut aussi dire que la question des relations entre l'Inde et la Chine au Cachemire ou aux marges du Cachemire ne peut pas être dissociée du fait que, on le verra tout à l'heure en parlant des routes de la soie, que l'un des éléments clés des routes de la soie pour la Chine, c'est le corridor économique sino-pakistanais qui passe dans la partie du Cachemire administrée par le Pakistan et revendiquée par l'Inde, qui est là donc pas très loin en réalité où ont lieu les accrochages entre soldats indiens et soldats chinois. Sur la rhétorique de la guerre sur les deux fronts, c'est vrai qu'elle a été cultivée assidûment par certains généraux indiens. Je note au passage que les généraux indiens disposent désormais d'un droit de parole nettement plus ouvert que ce qu'était la tradition. On les voit faire des commentaires sur la situation géopolitique au-delà de commentaires purement militaires. Mais en réalité, on peut se demander jusqu'à quel point
même si la question est légitime. Il n'y a pas une instrumentalisation du risque de guerre sur deux fronts, ce qui permet évidemment de demander un budget de la défense accru. Pour répondre au deuxième volet de la question sur les Pakistanais, finalement, n'ont pas accru la pression, puisque finalement, l'Inde au Cachemire est bordée, si j'ose dire, par deux lignes de contrôle. La ligne de contrôle avec le Pakistan et la ligne de contrôle, ce qu'on appelle la ligne de contrôle effectif, avec la Chine. Bien entendu, Pékin et Islamabad sont en relation constante et je pense que si une tentation pakistanaise avait été de jeter de l'huile sur le feu, Pékin a été probablement assez raisonnable pour éviter sur le feu. Tout cela n'explique pas ce que vous remarquiez tout à l'heure, à savoir qu'on se trouve assez bizarrement dans une période où des signaux positifs sont envoyés à Islamabad en direction de New Delhi, alors que depuis l'arrivée au pouvoir d'Imran Khan à Islamabad, et a fortiori depuis le changement de statut du Cachemire par décision du gouvernement Modi en 2019, les relations ont été exécrables. Le Premier ministre pakistanais a accusé le BJP et le RSS d'être finalement une espèce de réincarnation des nazis, Modi une réincarnation d'Hitler. Et puis, derrière tout ce discours et les tensions internationales, entre autres dans les tribunes onusiennes, on a vu en février le chef de l'armée pakistanaise tenir un discours tout à fait différent, comme quoi il fallait tourner la page, etc. Et en même temps, la doctrine pakistanaise consiste à dire « nous sommes tout à fait pour la paix, mais la balle est dans le camp indien ». C'est-à-dire, les discours peuvent varier, hein, il y a des nuances dans ces discours, mais en gros, c'est « nous sommes pour la paix, mais à l'Inde de faire un premier pas, et le premier pas serait à tout le moins, par exemple, de revenir sur le changement de statut du Cachemire indien ». En réalité, et c'est pour cela que j'évoquais l'histoire tout à l'heure, on est là encore dans quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois. On sait aujourd'hui, même si ça n'a jamais été reconnu par le gouvernement indien, qu'il y a depuis des mois des contacts secrets entre Indiens et Pakistanais, sous l'égide côté indien du Conseil national à la sécurité, côté pakistanais du chef de l'armée. C'est aujourd'hui acquis pour nombre d'observateurs indiens et pakistanais. Mais en même temps, il faut se rappeler que par le passé, toutes ces phases de réchauffement ont toujours tourné court. Traditionnellement, elles ont tourné court soit par un attentat qui venait couper l'élan, j'allais dire de fraternité, mais n'exagérons pas. Et puis, il y a eu aussi, on l'a vu avec la chute du général Musharraf qui avait avancé sur cette ligne, un point qui mérite analyse, mais c'est très difficile à analyser, c'est de savoir si, quand le général à la tête de l'armée fait un pas dans cette direction, est-ce qu'il est suivi par les généraux commandant les corps d'armée? Il était clair que le général Musharraf n'avait pas été suivi. Et finalement, sa chute, elle est arrivée quelques mois plus tard. Donc là, la question est ouverte. On est dans une phase où on hésite encore à savoir quel tour donner au dialogue qui s'est instauré discrètement. On a vu Modi envoyer ses bons voeux à Imran Khan et l'inverse quasiment, il y a quelques semaines. Donc tout ça change la tonalité. La vraie question est de savoir, est-ce que ça va pouvoir se concrétiser dans les faits? Bon, alors, il y a un autre élément nouveau, évidemment, dans le
grand paysage de la géopolitique, c'est l'élection de Biden, qui change pas mal la donne, bien entendu. Alors, dans quelle mesure est-ce que ça rebat les cartes pour l'Inde? Et que pensez-vous plus particulièrement de la montée en puissance du Quad, cette organisation, je ne sais même pas si le terme convient, mais qui regroupe les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde, et qui s'est réunie au sommet il y a 2 ou 3 semaines. Quelle signification donnez-vous à cette évolution? Alors, le Quad, c'est évidemment quelque chose d'important. J'avais il y a 1 an ou 2 un article qui s'appelait Quid du Quad, parce que j'étais justement très sceptique sur ce qui s'appelle un dialogue de sécurité. Mais il est vrai que les tensions entre l'Inde et la Chine, qui ne sont pas simplement des tensions frontalières, hein, l'Inde évidemment essaie de redéfinir des marges de souveraineté technologique par rapport à la Chine, qui est un de ses grands partenaires commerciaux. Dans ce contexte, le Quad est monté en puissance. Après un premier départ en 2007, il avait capoté parce que le Premier ministre australien jugeait que la Chine était trop importante pour l'économie australienne pour avancer. Ça a redémarré en gros, disons véritablement en 2018. Au départ, c'était des hauts fonctionnaires qui conduisaient ce dialogue, puis on a eu 2 réunions ministérielles, et puis là, vous l'avez dit, Patrick, on a eu, il y a quelques semaines, la première réunion au sommet, fut-elle virtuelle. Donc, ce qu'il y a d'important dans le Quad, c'est l'affichage, en quelque sorte, de ce que Shinzo Abe, il y a bien longtemps, avait qualifié joliment du concert des démocraties, avec tous les guillemets que vous pouvez y mettre. L'Inde était quand même réticente, puisque l'Inde et sa doctrine de stratégie, d'autonomie stratégique, continue à dire, d'ailleurs avec l'actuel ministre des Affaires étrangères Jaishankar, que l'Inde est pour multiplier les partenariats, mais pas des alliances au sens purement militaire du terme. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière le Quad, qui s'affirme de plus en plus, il y a aussi toute une série d'accords militaires qui visent à accroître l'interopérabilité entre les marines de guerre de ces 4 pays. La France, d'ailleurs, devient partie prenante de ce grand jeu de l'Indo-Pacifique avec la doctrine qu'elle a énoncée en 2019. Et il y aura d'ailleurs demain une réunion entre ministres des Affaires étrangères français, indiens et australiens qui confirme que derrière le Quad, on pense parfois aussi à ce qui pourrait être un Quad plus, avec certains pays qui ont des intérêts majeurs en Indo-Pacifique. Donc la présidence Biden, dans ce contexte, ne change pas fondamentalement les choses. Joe Biden a redit que l'Inde était un partenaire majeur, y compris un partenaire de défense des États-Unis. En même temps, on a vu il y a quelques jours, et l'incident n'est pas clos, un navire de guerre américain passé dans les zones économiques spéciales indiennes, au large de l'archipel des Lakshadweep, et ça a donné une note de tension qui n'est pas encore tout à fait rétablie. En même temps, l'Inde reste sur une ligne qui consiste à dire nous ne sommes pas pour j'allais dire blocus, ça ne serait pas un blocus, mais une opposition frontale vis-à-vis de la Chine. On est comme nos partenaires pour un Indo-Pacifique libre et ouvert, avec tous les guillemets qui vont pour cette formule, mais en même temps, on est en réalité pour un équilibre des puissances et pour un respect des règles internationales. Ça n'empêche pas l'Inde donc de préserver ses liens avec la Russie, même si la Russie commence, elle, à développer ses relations militaires avec le Pakistan. Bref, le jeu est particulièrement complexe, mais on est là dans cette espèce de grande nouvelle géopolitique qu'on ne peut pas réduire donc à ce que les experts appellent parfois le G2, le groupe des 2,
c'est-à-dire cette espèce, on l'entend parfois dire, de nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine, en réalité, l'échiquier est beaucoup plus large et l'Inde entend y jouer son rôle. Ok, merci beaucoup. Bon, l'heure tourne, je pense qu'on va arriver, on va entrer maintenant dans la partie des questions. Une petite remarque ou question qui fait un peu le lien entre ce que vous venez de dire et puis l'intervention d'Isabelle sur l'économie indienne. J'ai juste fait un tout petit calcul sur les prévisions de l'OCDE pour les économies chinoises et indiennes en cumulant les chiffres prévus pour 2020, 2021 et 2022, c'est-à-dire le plein impact du Covid et le redressement qui va suivre. Alors, pour la Chine, quand on cumule les trois chiffres, on arrive à une croissance de 15% sur les 3 années. Et pour l'Inde, on est à 10, quelque chose %. Donc, une différence très forte. Est-ce que l'énorme différence de prospérité économique que l'on connaissait déjà entre les deux pays n'est pas en train de se transformer en un gouffre absolument impossible à combler ou à rattraper à quelque horizon que ce soit? Isabelle ou Jean-Luc? Je pense que oui, la croissance économique chinoise depuis plusieurs décennies a été plus forte. Cela dit, je pense que si on prend les tendances longues, la croissance chinoise devrait ralentir pour des raisons, j'ai envie de dire, conjoncturelles, avec probablement des tensions sur la situation financière aussi, mais essentiellement du fait de la tendance de fond qui est la démographie, quoi. La Chine perd de la force de travail, alors qu'au contraire, l'Inde va avoir plus en plus de gens qui rentrent sur le marché du travail, et que la croissance de l'économie indienne, elle est aussi tirée par la croissance de sa population active qui va être réelle jusqu'en 2040. Donc la tendance, elle est là, et toute la question qui me semble très, très importante pour l'Inde actuellement, c'est la création d'emplois justement pour cette population qui rentre sur le marché du travail, et non seulement des petits emplois, mais des emplois, si possible, des emplois de qualité. Donc, je vois dans le chat qu'il y a eu une question sur les réglementations du marché du travail, effectivement, qui ont été réformées récemment, une volonté de simplification. C'est une mesure positive, cela dit, visiblement, elle n'est pas pleinement mise en œuvre par les États, et je pense que les règles du marché du travail restent relativement complexes dans un environnement où finalement elles ne bénéficient qu'à 10-15% de la population au maximum. Donc il y a encore, je crois, du travail à faire sur ce terrain-là. Jean-Luc, un commentaire? Oui, sur la question de l'asymétrie entre l'Inde et la Chine, bon, on peut rappeler qu'il y a 40 ou 50 ans, les deux économies étaient à peu près égales, et oui, qu'aujourd'hui, bon, à peu de choses près, l'économie chinoise, c'est 5 fois l'économie indienne. Mais vu de New Delhi, il y a 2 choses qui viennent pondérer cette asymétrie. D'une part, mais alors là, je pense que ça ne va pas avoir lieu, le gouvernement Modi avait annoncé la volonté de doubler ou tripler le PNB d'ici 2030 ou 2040. Je pense que ce sera extrêmement difficile, mais sur un plan géostratégique, on est dans une ligne qui, d'une certaine façon, n'a pas changé sous Modi par rapport à la ligne précédente. On a des diplomates de haut rang qui sont aujourd'hui des observateurs qui ont dit depuis longtemps le but, ce n'est pas de devenir l'égal de la Chine en termes de puissance, le but c'est de garder des marges de manœuvre par rapport à la Chine de façon à sauvegarder, préserver, développer nos intérêts nationaux majeurs. Et c'est dans ce contexte où évidemment face à la disparité des moyens, par exemple, l'Inde a récusé les routes de la soie, mais elle n'a pas les moyens, même avec le Japon. Il y a eu une tentative pour avoir des opérations conjointes entre l'Inde et le Japon en direction de l'Afrique.
ça n'a pas donné grand-chose pour le moment. L'Inde n'a pas les moyens de concurrencer les routes de la soie, quoi qu'on puisse penser de ces routes de la soie comme piège de la dette, etc. Mais en revanche, avec le Quad et au-delà du Quad, avec l'inquiétude d'un certain nombre de puissances qu'on peut appeler de second rang ou qu'on les appelle autrement, le Quad me paraît être un parfait symbole, de par sa montée en consistance, de la façon de définir une réponse de la Chine qui soit une réponse aussi collective que possible. Et ça donne des marges de manœuvre à une Inde qui, évidemment, est plus faible que la Chine sur le plan économique. Ok, merci beaucoup. Bon, nous avons reçu pas mal de questions de nos auditeurs. Alors, laissez-moi en sélectionner une pour commencer. Alors oui, il y a deux questions, alors plutôt pour Christophe Jaffrelot, concernant les femmes. Une question très générale sur le thème comment évolue le statut des femmes sous Narendra Modi, et puis une autre plus précise. Comment expliquez-vous la présence apparemment massive et inouïe des femmes dans les cortèges des manifestations que connaît l'Inde ces dernières semaines? Alors, je commence par la seconde, et d'ailleurs, je dirais pas seulement depuis quelques semaines, depuis quelques mois et même une année, puisqu'on le rappelle, les manifestations anti-CIE ont été dominées dans bien des lieux par des femmes en décembre 2019, janvier 2020. Ce qui est très intéressant, c'est de constater que ça paraît inédit, mais qu'en vérité, en remontant dans le temps, on retrouve ces moments de mobilisation féminine, et pas féministe, de défense d'intérêts globaux, pas d'intérêts sectoriels réservés aux femmes, à plusieurs occasions. Je viens de finir un livre sur l'état d'urgence 75-77. Quels sont les groupes qui résistent le plus à la stérilisation des hommes, pourtant, forcés à Delhi, des groupes de femmes et d'enfants, qui vont d'ailleurs être parmi les victimes de la répression, vont être totalement surreprésentées dans la répression. Donc on a une espèce de récurrence de ces mobilisations féminines qui sont effectivement très intrigantes dans une société où traditionnellement on ne sort pas ainsi facilement pour protester dans la rue. Mais c'est justement parce que, c'est mon hypothèse, mon interprétation, la situation est devenue telle que même ceci paraît légitime. Quand il y a vraiment péril dans la demeure, eh bien, il est possible que les femmes et les enfants, d'ailleurs, se retrouvent dans ces piquets de grève comme Shaheen Bagh, qui a été pendant des semaines à Delhi le lieu où les femmes musulmanes, mais pas que, se sont retrouvées. Alors, la condition des femmes en Inde, une soirée entière ne suffirait pas. Moi, il y a une chose qui me paraît très importante de dire. La participation des femmes à la force de travail en Inde n'a jamais été aussi basse. Aussi basse. On retrouve une sous-représentation des femmes dans la population active qui est particulièrement basse. Et ça, c'est le reflet d'une inégalité de plus. On parlait d'inégalité sociale, économique. Là, il y a une inégalité de plus. Et je le vois, moi d'ailleurs, avec mes étudiantes qui, entre guillemets, laissent la place aux garçons. Pourquoi est-ce que les filles sont si peu présentes sur le marché du travail? Parce qu'elles n'ont pas priorité. Et pourquoi est-ce que la situation est particulièrement critique? Parce qu'il y a très peu de travail. Donc, quand il y a très peu de travail, le peu de travail qu'il y a va aux garçons. Ça a des conséquences tout de même considérables sur eh bien, finalement, la modernisation de la société indienne. C'est quand même le reflet d'un retard qui s'accumule en termes d'égalité des genres. Et s'il y avait une politique de discrimination positive à ajouter à celle qui existe déjà en Inde,
eh bien, ce ne serait pas seulement réserver des sièges pour les femmes dans les conseils municipaux, ça, à mon avis, c'est une bonne chose, mais c'est une condition nécessaire et pas suffisante. C'est commencer à faire quelques pas vers la parité, telle qu'on l'entend chez nous, car on peut dire que là, la marge se creuse. Et moi, je le vois en tant que politiste sous un autre jour, c'est finalement le retard dans la représentation politique qui ne se comble guère et qui est, à mon avis, le reflet du même symptôme, ou du même syndrome, pour être plus exact. Bon, ouais. OK. Alors, une question pour Isabelle Joumard. Quelle est votre opinion sur la performance de Madame Nirmala Sitharaman en tant que ministre des Finances de l'Inde et pourquoi? Alors, puisqu'on vient de parler des femmes, la ministre des Finances est une femme, donc ça tombe bien. Là, la transition est facile. Mais j'ai quand même envie de rajouter un mot à ce que vient de dire Christophe. On a fait effectivement il y a quelques années des études sur la participation des femmes dans l'économie. Elle est effectivement beaucoup plus faible que dans la plupart des autres pays émergents. Donc, on peut dire que c'est aussi un réservoir de croissance par rapport à ce qu'on parlait plus avant. Ce qu'on a constaté, en fait, c'est qu'il y a un effet de courbe en U, ce qu'on appelle. Donc, en fait, quand le revenu augmente, les femmes participent moins parce que c'est un bien de luxe d'avoir une femme à la maison. Donc, on est probablement dans ce schéma-là actuellement et que quand il y a une augmentation du revenu, quand on regarde les coûts au niveau plus élevé, il y a une participation beaucoup plus importante et notamment, on retrouve des femmes dans le secteur financier et dans l'administration. Donc, en fait, au-delà d'un certain niveau de revenu, on retrouve la participation des femmes. Mais c'est vrai qu'il est clé de favoriser la participation des femmes à l'économie indienne. Les performances de la ministre des Finances, je vais en dire que le contexte est quand même particulièrement complexe actuellement. Il y a quelques lois qui ont été passées. Donc, un participant a mentionné les lois sur le travail. Il y a eu un alignement de la fiscalité des entreprises sur les concurrents qui me semble être aussi une bonne chose. Il y avait un système extrêmement complexe avec des taux élevés, mais beaucoup de trous en fait dans la raquette. Il y a un effort d'ouverture aux investissements directs étrangers qui se poursuit. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup, comme je disais, en termes de réforme fiscale et d'investissement dans les infrastructures économiques, sociales comme la santé, c'est vraiment important de collecter mieux, plus et mieux de l'impôt et de privilégier des domaines de dépenses qui sont vraiment des domaines de dépenses pour l'avenir et arrêter de mettre de l'argent dans des puits sans fond qui ont été les banques qui ont été aussi souvent assez mal gérées. Les banques nationalisées, oui. Oui. On voit bien que la performance des banques publiques est nettement inférieure à celle des banques privées. Et cela depuis, c'est pas juste sous la période, depuis Narendra Modi, c'était aussi avant, il y avait finalement des banques publiques qui sont utilisées à des fins de relance de l'économie, voire à d'autres fins. Tout à fait. Mais enfin, ça fait 15 ans que les gouvernements successifs annoncent des programmes de privatisation et qu'il ne se passe en fait presque rien, parce que dans la réalité, il y a tellement d'opposition sociale et politique que le plus souvent, ça ne débouche pas. Mais en fait, ce que je peux dire, c'est qu'on est toujours un peu dans un phénomène d'insider-outsider. Il y a un petit nombre de privilégiés qui s'opposent à la suppression des privilèges, quoi. Et finalement, ceux qui devraient en bénéficier, c'est la grande majorité. Comme je dis, il y a 90% de l'emploi dans le secteur informel. Donc, quand on parle des réglementations sur le marché du travail, il faudrait aussi penser à ces personnes-là qui ne trouvent pas pour l'instant de place sur le marché formel. Oui, ok, merci Isabelle. Alors, une question pour Jean-Luc Racine. Comment sont les relations politiques actuelles entre l'Inde de Modi et la Russie de Poutine? L'Inde exerce-t-elle une influence au sein de l'ASEAN? Alors, c'est une double question, ça. Oui, absolument. J'ai vu qu'il y avait aussi une question intéressante sur la position indienne vis-à-vis du processus d'Istanbul sur l'avenir de l'Afghanistan. Mais oui, tout à fait. Pour le moment, répondre
autant que je le puis à la première question. Donc je l'ai évoqué rapidement, mais on peut le développer. Hein. On peut rappeler... Je ne crois pas qu'on ait le temps de développer vraiment, mais... On peut rappeler que les liens entre l'Inde et la Russie remontent en fait à l'URSS et qu'en 1971, un accord bilatéral a été signé entre les deux. Depuis, excusez-moi, depuis la Russie est le premier fournisseur d'armes de l'Inde. Aujourd'hui, l'Inde est soucieuse de diversifier ses ressources énergétiques. Elle doit importer son pétrole et son gaz. La Russie, l'extrême-orient russe, joue un rôle qui devrait s'accroître. Tout cela donc est dans l'ordre des choses. Mais en revanche, ce qui commence à poser problème, c'est d'une part dans le contexte général de la géopolitique mondiale, le rapprochement entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, qui est dû pour une part aux tensions entre la Russie et l'Union européenne et les États-Unis. Donc évidemment, Russie et Chine tendent à se rapprocher. Et puis, ce que je soulignais tout à l'heure, depuis quelques années, l'intensification des relations entre la Russie et le Pakistan. L'Inde a noté avec un certain désagrément que le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a été directement à Islamabad en quittant New Delhi, ce qui est normalement pour la diplomatie indienne quelque chose qui ne se fait pas. Et il y a maintenant des manœuvres militaires conjointes entre la Russie et le Pakistan. Donc les liens sont toujours excellents si on en croit les déclarations officielles, mais on sent qu'il y a une certaine évolution qui n'est pas évidemment sans rapport avec une manière de réorientation de la politique étrangère indienne plus proche des États-Unis et des alliés américains qu'on évoquait tout à l'heure dans la question du Quad. Sur l'ASEAN, évidemment, on peut rappeler que depuis 1992, l'Inde a défini une politique de regard vers l'Est, c'est comme ça que ça s'appelait, c'est devenu une politique d'action vers l'Est sous la rhétorique de Narendra Modi. Mais ça a été dit tout à l'heure, l'Inde n'a pas voulu entrer dans l'accord de libre-échange du RCEP, alors que ce sont les pays de l'ASEAN qui étaient au cœur de cette volonté d'élargir le libre-échange avec la Chine et autant de voisins que possible, sans les États-Unis du reste. En même temps, l'Inde a des relations très suivies avec Singapour, multiplie les liens avec le Vietnam, et d'une prudence remarquable sur la douloureuse question de Myanmar, puisque là encore, elle ne veut pas brusquer les militaires après leur coup d'État parce qu'eux sont accueillis très favorablement par Pékin. Donc le jeu indien dans les pays de l'ASEAN est assez difficile. Ça joue moins. Non, disons qu'il y a un accord général entre tous les membres du Quad pour laisser à l'ASEAN des marges de manœuvre entre le Quad et la Chine, en pensant que de toute façon, il y a un espace pour nouer des partenariats, si ce n'est avec l'ASEAN dans son entier, du moins avec certains de ses États. Ok. Alors, une question pour Christophe Jaffrelot. Qu'est-ce qui amène la Cour suprême à décider contre, entre guillemets, le gouvernement? Y a-t-il tout de même des formes de résistance de sa part? Alors, c'est une très très bonne question, parce que nous sommes réduits à spéculer sur les raisons qui conduisent la Cour suprême à être aujourd'hui si peu active. Moi, je verrais trois explications possibles. Il y a d'abord le fait que les juges viennent à la Cour suprême après tout un parcours. Ils passent par des cours, par des tribunaux régionaux, et puis ensuite ils sont cooptés.
Et on voit bien qu'on a retoqué des juges qui ne convenaient pas au pouvoir. C'est d'ailleurs la première décision de Narendra Modi en 2014, de ne pas accepter la cooptation d'un des juges qui ne lui plaisait pas. À l'époque, ça avait fait grand bruit, mais c'est devenu pratiquement une règle, moins au niveau de la Cour suprême qu'au niveau des tribunaux régionaux. Mais cette capacité que le pouvoir exécutif a aujourd'hui d'accepter les nominations ou pas est devenue un peu la norme. Là, c'est une nouveauté qui fait que l'exécutif, finalement, joue un rôle tout à fait nouveau dans la désignation des juges. Deuxièmement, vous avez des affinités idéologiques qui se sont manifestées à l'occasion, par exemple, du mandat de Gogoy, Chief Justice Gogoy, qui a pris fait et cause pour des décisions gouvernementales, par exemple en Assam, la fameuse organisation des tribunaux pour étrangers, des Foreign Tribunals, qui donne lieu à la liste, la fameuse liste des Doubtful Citizens. Vous savez qu'on a environ 1 900 000 Indiens qui se sont ainsi retrouvés menacés de devenir apatrides. Là, on a eu clairement une décision politique, on peut l'appeler ainsi, en tout cas idéologique, de la part d'un Chief Justice of India, qui a mené et qui a même poussé le gouvernement d'Assam à faire cette liste. Et puis il y a une troisième explication qui consiste à dire certains juges qui partent à la retraite très jeunes, 60 ans, ont quelque chose à attendre du pouvoir, ce qu'on appelle les post-retirement jobs. Et s'ils se tiennent bien pendant leur activité de juge, eh bien, ils pourront ainsi avoir en quelque sorte une vie professionnelle après leur vie professionnelle. C'est totalement nouveau, ça. En tout cas, dans l'ampleur que ça a pris, on avait une cool-off period, qui valait d'ailleurs aussi pour les hauts fonctionnaires, les IAS, les IAFS. Cette cool-off period est disparue, et l'exemple le plus symptomatique, c'est à nouveau Ranjit Gogoi, qui accepte d'être nommé à la Chambre haute du Parlement quelques semaines après avoir pris sa retraite de Chief Justice of India. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, mais auparavant, on avait vu un ancien Chief Justice nommé gouverneur du Kerala en 2014. C'est la troisième explication, cette espèce de on peut dire, influence que l'exécutif peut exercer sur le judiciaire à travers les promesses non dites d'une vie professionnelle après la retraite. Ces trois faisceaux, ou cet ensemble de trois faisceaux d'explications peut permettre d'y voir un peu plus clair dans ce qui reste tout de même une énigme. Alors, il y a une quatrième explication que je n'ose même pas formuler. Mais formulez-la quand même. Le pouvoir a un dossier sur tout le monde. Ah, je ne vois absolument pas ce que vous voulez dire. J'en doute. J'en doute beaucoup. Bon, alors, une autre question politique pour vous. Quel rôle jouent les panchayats? Alors, je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers que les panchayats, c'est, disons, en gros, l'équivalent des conseils municipaux, en simplifiant, instance participative au niveau local, dans l'opposition. Donc, quel rôle jouent les panchayats dans l'opposition? Pourrait-il servir de levier démocratique et faire contrepoids à la centralisation et l'autoritarisme de Modi? Alors, vous savez, dans la démocratie indienne, il y a un chaînon manquant, et c'est bien le chaînon local. Ça vaut pour les panchayats, conseils villageois, ça vaut pour les conseils municipaux, y compris la ville de Bombay, 15 millions d'habitants, n'a pas un maire doté d'un pouvoir digne de ce nom. On a laissé en quelque sorte le pouvoir au niveau des États. Le lieu où se concentre le pouvoir politique au détriment de la décentralisation jusqu'au niveau local,
c'est les gouvernements d'État. C'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Le maire de Bombay n'est pas accountable devant des élus parce que celui qui mène la politique, c'est un fonctionnaire qui dépend du gouvernement du Maharashtra et qui sera transféré ailleurs le mois d'après. Il se lave les mains de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas au niveau municipal. Alors, les panchayats, c'est un peu particulier parce que là, on parle de l'Inde rurale. Et c'est un des lieux où une forme de pouvoir a commencé à s'exercer simplement pour des raisons financières. Et ça renvoie d'ailleurs à la politique du Congrès, puisque c'est le Congrès qui a voté le 74e amendement en 91, et puis ensuite donné des moyens, non seulement au niveau d'ailleurs des panchayats, mais aussi au niveau des districts panchayats. Il y a les villages et puis il y a le niveau au-dessus. Bon, ça ne fera pas contrepoids. On ne peut pas dire que ça puisse servir de contrepoids politique, mais quand même, voyez les résultats des élections au Panchayat, en Haryana, au Punjab, au Gujarat, dans le contexte du mouvement paysan, le BJP n'a gagné aucun Panchayat en Haryana, aucun Panchayat au Punjab. C'est au moins un thermomètre, c'est au moins une façon de mesurer la température. Et quand au Gujarat, bastion s'il en est du BJP, la municipalité de Surat manque de basculer parce que AAP, le parti de Kejriwal, il fait son entrée de façon spectaculaire, l'électeur envoie un signal. Alors, ce n'est pas un contrepoids politique, mais c'est un signal politique. OK. Bon, alors, nous avons déjà dépassé leurs limites, mais nous avons un petit peu de délai de grâce si nous le voulons. Alors, il y avait une question peut-être pour Isabelle sur le bilan de la politique de sanitation lancée par Modi lors de son élection la première fois. Alors, je dois avouer que je n'ai pas regardé les chiffres dernièrement. Il y avait eu, en fait, quand on s'était vu en 2019, effectivement, on avait fait le point sur cette question. À l'époque, il y avait des progrès en matière d'installation des toilettes importants. Il demeurait toujours la question de l'utilisation et de la maintenance, si je peux dire, de ces toilettes, qui sont vraiment une question vitale, en fait, parce que c'est une question réellement de santé publique, puisque l'absence de toilettes et d'accès à l'eau propre, c'est vraiment une cause de mortalité importante en Inde. Donc, je vais être complètement franc, je n'ai pas regardé les derniers chiffres depuis 2 ans. Il y a 2 ans, ça avait beaucoup progressé, mais c'était difficile de mesurer réellement l'utilisation de ces toilettes. OK. Alors, autre question politique. Le BJP a été accusé d'acheter des députés de différents parlements d'État aux mains de l'opposition. Qu'en est-il de la véracité de cette accusation et qu'en est-il de la corruption dans le pays? Bon, vaste question. Christophe, peut-être? Oui, alors la véracité, c'est comme pour les juges, on en est réduit à des spéculations. Mais on a quand même des indices. Quand on voit un député du Congrès finir par acheter une Rolls au Karnataka, on se dit que sans doute, quand il est passé au BJP, il a pu en quelque sorte faire jouer quelques atouts. Les chiffres ont circulé. Combien coûte un député du Congrès? Ça nous renvoie à l'économie politique de l'Inde. Et tout se tient, tout se tient. Pourquoi est-ce que, vous l'évoquiez, les banques publiques n'ont-elles jamais été réformées? Bien sûr, à cause des agents qui résistent, mais aussi parce qu'il n'y a rien de plus utile qu'un banquier d'une banque publique auquel on peut demander un prêt pour un ami, parmi les 1% qui retiennent ou qui détiennent 50% de la richesse nationale, sachant que ce même ami sera le premier à financer la campagne électorale. Les 3,5 milliards de dollars que le BJP a dépensés en 2019, ce ne sont pas les militants du parti qui, à force de cotisation, l'ont permis. Donc vous avez l'économie politique de ce qu'on appelle le crony capitalism, qui explique l'absence de réforme du secteur bancaire public, qui explique le protectionnisme dans une large mesure, car on ne veut pas de concurrents dans les chasses gardées des grandes entreprises
indienne et qui explique une forme de corruption d'un autre genre. C'est une corruption limitée à un tout petit nombre de personnes, du coup beaucoup moins décelable, mais d'une ampleur bien plus considérable. Et c'est évidemment un frein, non seulement à l'égalisation des conditions, car on ne voit pas pourquoi les milliardaires indiens feraient du social, mais c'est aussi un frein aux réformes économiques. Et là, on a une continuité. J'en reviens à l'état d'urgence des années 70, le moment où Dhirubhai Ambani devient Dhirubhai Ambani, exactement dans le sillage de Madame Gandhi. Et à l'époque, c'est Pranab Mukherjee qui est celui qui va le porter sur les fonds baptismaux. Cette espèce de collusion, de connivence entre milieu d'affaires et hommes politiques ne date pas d'hier, et il n'y a pas eu de libéralisation de l'économie digne de ce nom pour l'en empêcher, de sorte qu'on continue véritablement à rouler dans des ornières anciennes. Merci. Bon, alors là, nous touchons vraiment à la fin. Alors, une dernière question peut-être, une fort belle question pour Isabelle, et pas seulement d'ailleurs. Avez-vous une idée de l'importance de l'économie parallèle en Inde? Alors, c'est une très bonne question parce qu'on voit des chiffres très variés sur la question. On voit très souvent dire que 90% de l'économie, c'est l'économie informelle. Comment pouvez-vous apprécier l'ampleur du phénomène? Par définition, l'économie informelle, c'est toujours difficile à apprécier. En plus, pour l'Inde, il y a donc, ce qu'on sait quand on regarde la composition de l'emploi, c'est qu'il y a à peu près 90% des personnes qui travaillent qui n'ont pas de contrat de travail, qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale. Donc, c'est majeur. Cela dit, donc ça, c'est du côté de l'emploi, donc 90%. Du côté de la valeur ajoutée, c'est bien complètement différent parce qu'en fait, les grandes entreprises produisent une grosse partie de la valeur ajoutée. Donc, j'ai plus les chiffres en tête, mais l'économie, si on peut dire, formelle dans les grandes entreprises, la part dans le PIB est beaucoup plus importante. Voilà. C'est un pays, effectivement, dans lequel il est toujours difficile d'estimer les évolutions. Et on le sait aussi pour les comptes nationaux, c'est très difficile d'évaluer ce qui s'est passé, d'évaluer ce qui va se passer parce que la production industrielle, elle est calculée sur un petit nombre d'entreprises et qu'il est difficile d'évaluer la situation dans les toutes petites entreprises informelles. OK. Bon, allez, je pose une question finale aux trois intervenants, mais alors répondez en 2 mots, s'il vous plaît. Il y a, au début du 21e siècle, c'était un cliché de dire que le 21e siècle serait le siècle de l'Inde. Alors, au vu de tout ce qu'on a dit depuis 2 heures, quel est votre sentiment à vous? Est-ce que ça va être le cas ou pas? Qui veut répondre en premier? Moi, il me semble que ce qu'on entendait au début du XXIe siècle, et on l'entend encore aujourd'hui, c'est que le XXIe siècle serait le siècle de l'Asie en général, et pas simplement le siècle de l'Inde. Et je crois que là, c'est effectivement ce qui se passe, même si l'Inde reste à coup sûr une puissance émergente, quelles que soient les difficultés du moment. OK. Isabelle, Christophe? Moi, je pense que sur le plan économique, on en a déjà un peu parlé, il y a un réservoir de croissance énorme, et que ce soit au niveau démographique avec les nouveaux entrants, la jeunesse qui rentre, et aussi au niveau des femmes. Donc, l'Inde a les moyens de devenir vraiment un acteur encore plus important qu'elle ne l'est actuellement. Moi, je conclurai en évoquant un sujet qu'on n'a pas du tout traité, et je le regrette, c'est l'environnement naturel. Parce que le 21e siècle va être celui du défi environnemental. Et il ne faut pas oublier que si les paysans sont tellement hostiles à toute réforme, tellement crispés sur toute réforme, c'est qu'aujourd'hui, eux, ils le vivent de plein fouet, ce défi environnemental.
Et une des questions clés pour le 21e siècle, asiatique, mais pas seulement, c'est l'accès à l'eau. Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à cultiver les surfaces déjà mises en valeur et finalement produire suffisamment? Je crains que ce soit ça la vraie question du 21e siècle plutôt que celui d'une croissance qui de toute façon dépendra de cette soutenabilité du développement. OK, merci beaucoup. Bien, là maintenant, nous arrivons vraiment à la fin de cette visioconférence. Alors, un grand merci à nos 3 intervenants, Isabelle Joumard, Christophe Jaffrelot et Jean-Luc Racine. Merci à l'INALCO, notre partenaire dans l'organisation de ces conférences. Merci à Jean-François Huchet, Ève Dufresne, Mathilda Lacroix et Sonia Lecomte à l'INALCO. Merci côté asialiste à Cyrielle Cabot pour la réalisation et la modération de ce Zoom. Merci à Mathilde Loire qui s'est chargée des réseaux sociaux pour Asialiste pendant toute la durée de la conférence. Asialiste et l'INALCO vous donnent rendez-vous le 10 mai prochain pour une nouvelle visioconférence qui portera sur la condition et les droits des personnes LGBT en Asie. Et puis d'ici là, bien entendu, vous pouvez retrouver en permanence nos analyses sur l'actualité du continent asiatique sur notre site asialiste.com. Voilà, merci à tous, merci d'être venus nombreux et merci pour votre participation et bonne soirée à tous. Bonsoir. Merci à vous, Patrick. Merci. Bonsoir. Bonne soirée à tous.